Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour ce premier webinaire Batilab de l'année 2025. J'en profite pour le coup, au nom de toute l'équipe de Batilab, pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui démarre. On l'espère tourner avec optimisme vers un bâtiment toujours plus soutenable. Et donc, on va poursuivre nos animations comme à l'habitude et notamment ce cycle de webinaires mensuels. Alors, avant de vous présenter le sujet, les petits rappels habituels. Vos micros sont en principe coupés pour le bon confort de chacune et chacun. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire. Je vous invite à poser vos questions par le biais de l'espace de discussion, par le chat. Je vais moi suivre tous ces échanges et je me ferai votre porte-parole auprès de notre intervenant du jour. Ce webinaire est enregistré. Il sera disponible d'ici quelques jours sur notre chaîne YouTube et les présentations seront quant à elles mises en ligne sur le site web de Batilab et vous recevrez un mail dans les prochains jours vous indiquant les liens pour retrouver toutes ces ressources. Alors aujourd'hui, on va parler d'acoustique et plus précisément du lien entre l'acoustique et les matériaux biosourcés, ou en tout cas l'intérêt des matériaux biosourcés pour le traitement du confort acoustique. Et pour ce faire, nous avons invité et proposé à Guillaume Mignot d'animer ce webinaire. Donc, Guillaume est co-gérant de l'entreprise West Acoustique, qui porte des missions d'ingénierie et de conseil, à la fois sur la prévention et la réduction des nuisances sonores dans tout type d'activité, mais notamment dans le secteur du bâtiment, pour garantir le meilleur confort acoustique pour tous. Donc, bonjour Guillaume, je vous laisse la parole. Bonjour. Le temps de quitter ma présentation et de vous laisser partager la vôtre, ce qui laisse le temps aux dernières personnes d'arriver. On est extrêmement nombreux ce matin, preuve en est que le sujet intéresse. C'est parfait, on voit bien votre présentation. Je coupe mon micro et vous laisse la parole. Merci Rémi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Guillaume Mignot, je suis co-gérant d'un bureau d'études qui s'appelle West Acoustique, qui, comme son nom l'indique, est un bureau d'études acoustique dans l'Ouest. C'est pas trop foulé, vous avez vu. On est sur Le Mans, sur Angers, sur Rennes, et puis moi, la plupart du temps, pas loin de Vannes comme aujourd'hui. Et puis, je suis aussi formateur, on est organisé cette formation. Et finalement, ce webinaire, c'est un peu un échantillon de cette formation. Donc, je l'ai vraiment construit de la même manière, mais en 1 heure, voire un peu moins. Donc, ça a été un peu l'exercice. Il a fallu sélectionner et c'est ce que j'ai fait et on verra comment ça va se passer. Donc voilà, bureau d'études, formation, et je suis aussi expert judiciaire près de la cour d'Angers, toujours en acoustique. Je ne devrais pas voir le nombre de participants, ça me donne le vertige. Vous m'impressionnez. J'ai regardé hier le profil des participants, qui est assez varié. J'ai vu quelques confrères, consoeurs aussi, bonjour à vous. Au niveau de mes confrères et consoeurs, vous allez voir, c'est une vraie vulgarisation de l'acoustique du bâtiment et effectivement appliquée aussi à. Alors, Guillaume, votre micro est coupé. Si vous pouvez le réactiver. Et il vient de se couper tout seul, Rémi, ou je parle tout Je ne seul sais. depuis tout à l'heure? Non, non, ça a duré une quinzaine de secondes, pas plus. J'ai j'ai- j'ai eu peur, ok. J'ai absolument touché à rien, il s'est coupé, formidable. Bon, Il y a beaucoup d'écho. comment? Non, c'est une petite interférence. J'invite toutes les personnes qui viennent d'arriver à bien couper leur micro pour le meilleur confort de chacun. Il y a de l'écho. Il y a des échos sur ma voix à moi? Oui. Ah waouh, je suis pourtant dans une formidable cabine acoustique, donc il vient pas de la. Non, L'écho vient de. l'écho vient du réseau. J'invite chacun à couper son micro, ça facilitera la meilleure compréhension de chacun. Vous pouvez continuer, Guillaume. Bon, pas d'écho chez tout le monde, ok. Bon, j'espère que ça va aller pour un maximum d'entre vous. Donc voilà, je me suis présenté, ça c'est une chose, et puis on va parler aujourd'hui, donc, vous allez voir, d'acoustique et de matériaux biosourcés. Euh, le nom du webinaire, gérer le confort acoustique avec les matériaux biosourcés, j'ai mis en surbrillance, comme ça en évidence, la notion de confort acoustique. Euh, c'est ce que je fais dans toutes les formations. L'idée, c'est que pour pouvoir parler
d'une thématique particulière de l'acoustique, ça peut être la construction bois, ça peut être la qualité des bureaux, ça peut être ici les matériaux biosourcés, bah, finalement, il faut déjà peut-être introduire la notion de confort acoustique, la notion même d'acoustique du bâtiment. Et je pense, et notamment au vu effectivement du profil des gens présents ici ce matin, je mets les acousticiens effectivement de côté, que c'est nécessaire d'avoir ces bases-là, de poser ces bases-là. Donc vous allez voir qu'on va essentiellement finalement parler d'acoustique un peu globale, de manière très théorique même au début et un peu plus pratique très rapidement. Et on va appliquer à ces bases théoriques les matériaux biosourcés, comment ils s'intègrent là-dedans. Et vous allez voir, ils s'intègrent assez bien, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. OK, alors ce qui va nous occuper ce matin, on va parler du contexte de l'acoustique en France très rapidement. C'est des chiffres que j'aime bien introduire au tout début. On entre directement dans le vif du sujet, interro surprise pour tout le monde. Vous êtes nombreux? Oui, très nombreux. On ne va pas écouter tout le monde, vous allez penser aux réponses dans vos têtes. On va parler d'isolation versus absorption, c'est central pour bien comprendre de quoi on parle. Et encore une fois qu'on a ces recettes-là, on va pouvoir parler des matériaux biosourcés au milieu de tout ça. OK? C'est parti. Le contexte rapidement, ces chiffres sont ce qu'ils sont. J'en ai trouvé d'autres hier en voulant les réactualiser, donc ne vous attardez pas sur la valeur exacte. En tout cas, c'est, je pense, une tendance qui est intéressante. 42 des gens sont gênés par le bruit, quel qu'il soit. Globalement, vous demandez à un Français ce qu'il gêne, il y a dans le top 3 effectivement les nuisances sonores qui arrivent assez fréquemment. Presque 2 Français sur 3 ont connu des tensions avec leurs voisins à cause du bruit, pour 2 raisons. Soit la notion de ce qu'on appelle les bruits de comportement, c'est-à-dire les gens sont vraiment insupportables, soit on pense que les gens sont insupportables, mais c'est plutôt à cause du bâtiment, à cause de l'isolation. Et donc on sait qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus pour, vivre ensemble, de la manière la plus sereine possible. 86 des gens sont gênés par le bruit au travail. C'est aussi bien dans une usine avec un bruit très fort qu'au travail, qu'au bureau, avec des bruits qui, dans l'absolu, des niveaux sonores moins forts, mais avec des variations dans le temps qui peuvent être épuisantes. Je ne rentre pas dans le détail, mais globalement, ça n'est pas que le niveau qui compte. Il y a d'autres paramètres aussi. Et puis pour terminer, 85 des gens estiment que la qualité acoustique d'un logement est indispensable. Je me demande absolument tout le temps ce que font les 15 qui restent. Mais en tout cas, on est à peu près d'accord pour dire que c'est un élément assez central. On a eu une période sanitaire avec le Covid qui nous a montré encore plus peut-être l'importance de ça et de la relation avec ses voisins à vivre plusieurs semaines, plusieurs mois ensemble. Ça nous a montré à quel point c'était, si on ne le savait pas encore, essentiel. OK, voilà pour le contexte, vraiment très rapide. On enchaîne tout de suite avec l'interro surprise. Ça n'est pas noté, vous inquiétez pas, je ne vais pas relever les 100. Ah oui, ça monte encore, 134. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. 134 personnes présentes ce matin. Des questions très basiques pour l'acoustique, mais qui sont absolument nécessaires. Vous allez le voir très rapidement, on va parler de pratique très, très vite, ensuite. La question essentielle qu'il faut toujours se poser, c'est, ça donne quoi quand on additionne 2 niveaux sonores? Ici, on a 80 décibels plus 80 décibels. Pourquoi je vous demande ça? Parce qu'à travers cette question paraît très simple, enfin très simple, la réponse ne l'est pas, mais en tout cas la question est à peu près basique. Vous allez voir que ça permet tout de suite déjà de comprendre quelque chose d'assez central. Je vous laisse réfléchir, quelques secondes. Je vous enlève tout de suite de la tête le 160 évidemment, sinon je ne poserai pas la question, donc ne pensez pas à 160 décibels. La bonne réponse, c'est 83 décibels. Quand on double un niveau sonore, on a plus 3 dB. L'explication, pour ceux que ça intéresse, elle est à chercher dans l'idée qu'on additionne les pressions sonores et non pas les valeurs en décibels, la valeur en décibels est un rapport de pression, donc on multiplie bien par 2 les pascals, la pression, mais pas les décibels, qui sont sur l'échelle logarithmique, et donc on a ce plus 3 dB, je ne rentre pas trop dans les détails. Mais tout de suite, à travers une question très scientifique, basique d'acoustique, on a un cas pratique, c'est la notion de réverbération. Pour bien comprendre le phénomène d'acoustique et pourquoi on va aller chercher des matériaux biosourcés finalement, et pour répondre à quelle problématique, bah, il faut identifier ce problème qui peut être, on va en parler, une notion de réverbération, une notion d'isolation, qui sont des choses bien différentes. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à faire la différence entre les deux absolument. Dans le cas de la réverbération, imaginez une source bruyante. Je prends un exemple qui peut parler à beaucoup de gens. Une source bruyante, je prends un enfant. Un enfant est une excellente source bruyante. Un enfant qui pleure, par exemple, le pauvre,
dans un environnement où il n'y a pas d'obstacle, eh ben, il y a le son du bébé et puis c'est tout. Dans une pièce qui a des murs, et c'est assez commun pour une pièce, vous allez avoir des réflexions simplement, et cette pièce va être plus ou moins réverbérante. Et ben, de manière très schématique, très basique, le son qui revient des murs par cette réverbération, c'est une nouvelle source. Vous recevez le bruit du bébé en direct et le bruit de la réverbération. Si on considère qu'il y a une addition des deux, et ben, toutes ces petites réflexions, c'est des plus 3 dB. Donc la notion d'addition de niveau sonore, c'est l'idée même déjà de la réverbération et de cette amplification du niveau sonore par la notion de réverbération et de réflexion sur les parois d'un local. Voilà pourquoi déjà, vous voyez, à travers une question théorique, on comprend pourquoi on cherche à traiter en absorption acoustique, pour éviter cet effet d'amplification de la salle. Absolument pas pour une notion de voisinage, qui sont deux sujets bien différents. On va développer un petit peu plus. Deuxième question basique, 80 plus 52. Alors, je vous laisse réfléchir encore une fois. 138, ça monte, ça monte. 80 décibels plus 52 décibels. On oublie aussi évidemment tout de suite le 132. La bonne réponse, c'est 80 décibels, ce qu'on appelle le masquage sonore. Simplement, quand vous avez un bruit qui est plus fort qu'un autre, si tant est qu'il est relativement bien plus fort que l'autre, vous avez effectivement, vous n'entendez, vous ne percevez que le bruit le plus fort. Alors encore une fois, toujours pareil, vous allez commencer à comprendre la mécanique. Une question mathématique de base en acoustique, mais un écho, sans mauvais jeu de mots, un écho tout de suite très pratique avec les mains. Le cas pratique, je vous ai écrit la perception des bruits de voisinage. Alors, cet exemple-là, il est double. Il y a la notion de bruit de voisinage vraiment environnemental, je vais dire, c'est-à-dire typiquement la pompe à chaleur de votre voisin. Effectivement, si le bruit de cette pompe à chaleur est noyé dans un environnement sonore bruyant, eh bien, on n'entend que l'environnement sonore bruyant et vous ne percevez pas la pompe de votre voisin et tout va bien. Si par contre, cette pompe émerge par rapport au niveau sonore préexistant, vous l'apercevez et potentiellement elle est non conforme et vous avez absolument raison si vous commencez à vous y intéresser, à lui demander de faire quelque chose. Donc, la notion de masquage sonore et d'intégration d'un équipement ou d'une source, quelle qu'elle soit, dans un environnement, eh ben, répond à cette règle-là. Et le deuxième exemple, dans les bruits de voisinage, c'est aussi la notion de bruit intérieur de voisinage. Et là, ça va parler peut-être, je sais qu'il y a beaucoup d'architectes présents, ça peut vous parler si vous en avez entendu parler, en tout cas, c'est de plus en plus fréquent. On construit des bâtiments aujourd'hui qui sont de plus en plus étanches à l'air, de plus en plus isolés par rapport à l'extérieur, pour des très bonnes raisons. Mais la conséquence, c'est d'avoir des bruits de fond extrêmement faibles. Quand vous êtes dans cet appartement, par exemple, neuf, extrêmement bien isolé et étanche par rapport à l'extérieur, vous avez dans les oreilles un bruit de fond extrêmement faible, ce qui paraît, pour le coup, a priori, être une bonne nouvelle. Le problème, c'est que vous allez devenir sensible à tous les petits bruits intérieurs, qu'avant, dans un appartement moins bien isolé, on n'entendait pas forcément. C'est encore une fois une application du masquage sonore. En l'absence de ce masquage sonore, en l'absence du bruit de mon vieux frigo, de ma vieille VMC et de ma façade complètement trouée sur l'extérieur, en l'absence de tout ça, eh bien, chaque petit bruit de mes voisins devient perceptible. Et on a en acoustique dans le milieu des bureaux d'études, et je pense que les confrères et consoeurs présents ce matin ne me contrediront pas, on a de plus en plus de cas comme ça, c'est-à-dire des gens qui nous appellent pour des problématiques de suspicion de non-conformité d'appartement, et on a une chance sur deux que effectivement les gens soient gênés, à juste titre, mais qu'en termes de réglementation, on soit conforme. Parce qu'on a été trop loin, sans le vouloir, dans l'isolation de l'enveloppe, l'isolation acoustique de l'enveloppe, et donc on devient voilà, sujet à entendre tout ce qui se passe à côté, alors même que la réglementation, elle, pour le coup, est respectée. C'est un exemple à la fois pour bien vous faire comprendre les notions, mais c'est aussi, je crois, applicable au biosourcé. J'ai un exemple à vous donner par rapport à ça. On a un ensemble de logements, pas très loin d'ici, qui, pour des raisons thermiques, enfin pour des raisons thermiques, pas que d'ailleurs, mais en tout cas, on est sur une construction paille, avec des menuiseries extrêmement performantes, etc. Et on a un isolement de façade, donc l'isolement entre l'intérieur et l'extérieur, qui est extrêmement performant. Ça paraît plutôt intéressant, sauf qu'on s'isole de l'extérieur, alors qu'à l'extérieur, bah, il ne se passe pas grand-chose. On est dans un lotissement un peu à l'écart d'une ville moyenne. Bon, c'était pas nécessaire. Donc, ce qui paraît être un avantage, bah, finalement, nous isole complètement de l'extérieur et rend perceptible tous les petits bruits intérieurs. Donc, le biosourcé a parfois, je l'ai écrit dans les, je ne sais plus si je l'ai écrit d'ailleurs, on va voir dans les inconvénients de certains matériaux, c'est leur performance, parce que parfois on a des solutions qui sont tellement performantes que ça devient contre-productif. Ok ?
Bon, allez, j'arrête avec cet exemple-là et j'enchaîne. Et je surveille l'heure aussi parce que je pourrais ne pas savoir m'arrêter. Allez, on continue avec l'interro surprise. Je vous demande de penser à des exemples de matériaux acoustiques isolants. Voilà, c'est quoi un isolant acoustique pour vous? Prenez 2 ou 3 secondes de réflexion. Alors, vous êtes 150, bonjour à ceux qui nous ont rejoints, ça continue. Vous n'allez pas me donner tous vos réponses, mais je les connais puisque, sans prétention, ça fait une dizaine d'années que je fais de la formation pour les acteurs de la construction et voilà, cette question est tout le temps posée et les réponses sont absolument tout le temps les mêmes, sauf quelques éléments qui se détachent, quelques bons élèves, mais en général, vous êtes des mauvais élèves et je ne vous en veux pas. Si vous étiez tous des bons élèves, on n'aurait pas de boulot, donc ça me va absolument très, très bien. Vous avez a priori peut-être en grande partie pensé à des laines minérales, laine de verre, laine de roche. Bon, bah non, effectivement, ça n'est pas un isolant acoustique. Alors, dans les bons élèves, il y a ceux qui ont bien compris la thématique du webinaire et qui ont peut-être pensé à des variantes biosourcées. J'ai mis ici un exemple de laine de bois. Non, effectivement, ces laines minérales ou végétales, finalement, n'ont pas un rôle d'isolant acoustique. C'est une notion essentielle à comprendre et il faut réussir à se détacher de l'approche thermique. Et vous allez comprendre où je veux en venir quand on dit que ce n'est pas des isolants. Alors, même qu'ils sont évidemment, qui font partie des éléments d'isolation. On a aussi dans les réponses très souvent les mousses acoustiques, on a le liège qui arrive assez fréquemment. Bon, non, les mousses acoustiques sont des produits absorbants pour traiter une pièce par exemple. Le liège va avoir un pouvoir isolant, oui, effectivement, mais surtout sur les bruits d'impact. Et ça n'était pas dit, pardon, mais c'est pas forcément à ça que je pensais maintenant. Et puis le liège est globalement très surcoté en général, pardon pour lui. Alors comment on fait de l'isolation acoustique finalement? Si on ne met pas de la laine et si, voilà, et ben, pour répondre à ça, il faut que vous imaginiez, il faut que vous pensiez à ce qui vous sépare, là, à l'heure actuelle, du bureau d'à côté, de votre voisin, de l'extérieur. Qu'est-ce qui vous sépare? C'est pas des murs faits en laine, minérale ou végétale. Ce sont des complexes, souvent, maçonnés, par exemple, sur de la construction, conventionnelle. Vous allez avoir des cloisons, vous allez avoir des contre-cloisons et cetera. C'est comme ça qu'on fait de l'isolation. L'isolation, c'est soit des systèmes comme ça qu'on va appeler masse ressort masse, soit des systèmes plutôt de maçonnerie qui vont répondre à la loi de masse. Okay. Sorti de ces deux grandes familles, ben, on ne va pas forcément faire grand-chose. Okay. Donc on a les systèmes de masse à qui on demande simplement d'être lourd, entre guillemets. C'est un peu simplifié, mais c'est à peu près ça. Et puis on a les systèmes masse ressort masse qui sont des systèmes. Et effectivement, on retrouve nos fibres à l'intérieur de ces systèmes. Je disais que ce n'était pas des isolants. C'est vrai, puisque on pourrait presque faire sans, mais c'est toujours plus intéressant quand elles sont là, mais toutes seules, elles ne servent à rien non plus. Donc c'est bien un ensemble de choses qui va faire le complexe isolant et pas simplement les fibres. Pour bien comprendre ça, j'adore prendre un exemple. Vous avez ici deux cloisons typiques. Je mets ces exemples-là parce que ça parle à beaucoup de gens, hein, la cloison 88-48 et la 170. On est sur deux cloisons classiques de 10 cm d'épaisseur. Okay. La différence des deux, c'est qu'il y en a une où on a les 10 cm qui sont comblés par plus de fibres, ici un parphonique de 70 mm, et dans l'autre cas, on a moins de laine au milieu, mais on a plus de masse avec un double parement. Et ben, c'est intéressant de voir que la performance, à gauche, vous êtes à 47 décibels, à droite, vous êtes à 43 décibels. Vous avez plus d'isolant. C'était la phrase qu'il fallait dire avant ce webinaire, maintenant vous n'aurez plus le droit de la dire. Vous avez plus d'isolant à droite et vous êtes moins isolant pour autant avec plus d'isolant. Okay. Ça, c'est un exemple que je donne parce que je le rencontre très fréquemment. J'étais encore il y a quelques semaines dans un cabinet d'orthophonie qui venait d'être livré. Bon, ben, on retrouvait ça. On a des entreprises qui, pensant bien faire, et encore une fois, je ne leur jette pas la pierre, se sont dit on a un besoin d'isolation entre cabinets, donc on va mettre une cloison plus isolante que ce qu'on a l'habitude de faire. Une cloison plus isolante, c'est avec plus de fibres, plus de laine à l'intérieur. Non. Non, on va dans ce cas-là plutôt privilégier la masse, et vous le voyez avec la cloison de gauche qui est plus performante. Okay. Donc c'est une preuve, si tant est que ce soit nécessaire, pour vous montrer que ce n'est pas la même logique qu'en thermique. Je ne suis pas thermicien, mais je pense que personne ne m'en voudra si je considère que la cloison de droite a quelque chose, de manière pas formidable, mais est potentiellement peut-être plus isolante thermiquement que celle de gauche. En acoustique, on ne répond pas effectivement aux mêmes règles. OK. On a parlé d'isolation, on va parler d'absorption acoustique.
On termine bientôt l'interro surprise, promis. Citez-moi des exemples de matériaux acoustiques absorbants. Pensez à des produits absorbants en acoustique. Avant de vous donner une liste de produits, je vais vous donner le meilleur, le summum, la crème de la crème du produit acoustique absorbant. Vous êtes prêts? Elle est là. Elle est magnifique. Une fenêtre ouverte est un formidable produit, matériau acoustique absorbant. Je vous laisse vous remettre de cette information quelques secondes. Ce qu'on cherche en absorption acoustique par abus de langage, c'est en fait une non-réflexion. D'accord? Je reprends mon bébé qui pleure. Vous allez croire que c'est personnel. Oui, ça l'est. Je reprends mon bébé qui pleure. S'il pleure, mais que finalement ses cris, ses pleurs partent dans l'environnement, partent dehors dans l'air et puis ne reviennent jamais, bon bah c'est dérangeant, mais ça va. Ce qui pose problème dans une pièce qui serait sonore, c'est le retour finalement de ce son-là, c'est la réflexion des bruits sur les parois. Et quand on fait du traitement acoustique, de l'absorption acoustique, c'est ça qu'on cherche à éviter. On cherche à éviter que le bruit revienne vers nous. Et bien à travers une fenêtre ouverte, vous l'aurez compris, le bruit ne revient absolument jamais. Donc mettre des petits panneaux acoustiques sur les plafonds, sur les murs, etc., c'est finalement simuler l'absence de mur, puisque le son doit arriver sur cette surface et ne pas revenir. Ok. Bon, puisque en Bretagne où je suis, mais aussi ailleurs, les fenêtres ouvertes ne sont pas des solutions thermiquement, a priori, ça passe pas. On a effectivement d'autres solutions. Alors, vous les connaissez tous, les plafonds qu'on voit absolument partout. On a quelques variantes biosourcées, attention, parce que là, on est bon. Chacun jugera du niveau écologique de tel ou tel produit. Et puis les panneaux qu'on peut voir un petit peu suspendus partout. Voilà des solutions basiques, il y en a d'autres, mais des solutions basiques d'absorption acoustique, ok, qui sont a priori plus pratiques à mettre en œuvre qu'une fenêtre ouverte. Ok. L'isolation, vous l'avez vu, des complexes, ok, et puis l'absorption des éléments comme ça, absorbants, visibles, qu'on met dans les pièces pour traiter la pièce. Justement, par rapport à ça, gardons en tête que les produits absorbants ne sont pas des produits isolants. Je vous mets au défi de me trouver un produit qui fait les deux en même temps. C'est pas facile. À part en trichant un tout petit peu sur l'intitulé, on peut y arriver. Mais globalement, ça ne fonctionne pas vraiment. OK? Pour bien comprendre ça, j'insiste et après j'arrête là-dessus. Il faut comprendre la différence entre notre objectif sur de l'absorption, du traitement acoustique d'une salle et l'isolation. C'est absolument fondamental de comprendre ça. L'absorption, le traitement acoustique d'une pièce, c'est pour gérer c'est pour la gestion sonore dans cette pièce-là. Vous avez ici dans cette magnifique salle à Vendôme sur laquelle on a travaillé, c'est pour ça que je dis qu'elle est magnifique, mais en plus elle est vraiment magnifique, des éléments bois perforés sur les côtés. Ces éléments bois perforés sont acoustiques. Mais ça veut dire quoi acoustique finalement? Bah, ici, ils sont acoustiques pour le traitement de la pièce. Ils n'ont aucun rôle à jouer, et c'est pas ce qu'on leur demande, et ça tombe bien, sur l'isolation de cette pièce, les nuisances sonores que cette salle pourrait générer vers le voisinage. Elles sont acoustiques, ils sont acoustiques ces panneaux pour la qualité intérieure. Ok. C'est ça, les produits absorbants, c'est pour la qualité entre quatre murs à peu près. Ok. Ça veut dire quoi? Vous faites de la musique dans votre chambre, votre voisin s'en plaint. Si vous accrochez des panneaux sur les murs, ça ne changera absolument rien. La qualité acoustique de votre pièce de jeu sera plus intéressante. C'est plutôt pas mal. Mais ne le faites pas pour votre voisin, lui ne se rendra absolument pas compte de la différence. Ok. Ça, c'est le traitement acoustique que j'appelle à tort absorption, vous allez voir pourquoi, c'est pas toujours de l'absorption, mais c'est la notion de traitement qui s'oppose à la notion d'isolation acoustique, où là, on se fiche complètement de ce qui se passe dans une pièce, on s'intéresse simplement et exclusivement à la relation entre une pièce et une autre, ou entre l'intérieur et l'extérieur. Ok. L'approche est complètement différente. Voilà. Une cloison acoustique, elle l'est pour de l'isolation, elle l'est absolument pas pour du traitement. Le panneau dont j'ai parlé, il est acoustique pour du traitement en absorption, il n'est absolument pas pour de l'isolation. OK? On est dans un webinaire sur la thématique des biosourcés, on va les introduire, promis, vous allez voir, ça va arriver très, très vite. Mais c'est fondamental de faire cette présentation-là. Je la fais absolument tout le temps. C'est vraiment fondamental parce que sinon, la conclusion pourrait être de dire, bon, bah, les biosourcés s'intègrent relativement facilement. Vous allez voir, c'est la conclusion qu'on va en tirer, dans ce qu'on fait déjà d'habituel.
Oui, mais ce qu'on fait de manière habituelle en acoustique, est-ce qu'on le maîtrise finalement? Est-ce que l'ensemble des acteurs du bâtiment le maîtrisent? Bon, je peux vous le dire, la réponse est non. Encore une fois, ça fait quelques années que je forme les acteurs et cette sensibilisation, elle est nécessaire et il faut absolument la faire avant même finalement de parler de détails techniques, c'est-à-dire l'intégration des biosourcés dans les solutions. OK? Au niveau des produits absorbants, donc là, ça y est, on est sur les matériaux biosourcés. On va finalement voir ce qui existe, pour réaliser les choses qu'on vient de voir avant, c'est-à-dire soit de l'isolation, soit de l'absorption, du traitement acoustique. Au niveau des produits absorbants, on a des fibres ou des laines de bois, on a des produits qui existent. Vous avez l'image, ici, les panneaux verts qui sont des panneaux de la marque Lina, qui est une des rares marques à effectivement faire vraiment du panneau, laine de bois, cadre bois, et cetera. C'est assez rare, on va voir pourquoi juste après, donc ça a le mérite d'exister, Lina. La fibre de bois, c'est l'image que vous avez vue avant, hein, typiquement l'organique de chez Knauf. J'ai mis un peu de j'ai mis un peu de réserve là-dessus parce que si vous voulez, pour que, ces produits fonctionnent bien, on peut faire sans, mais pour qu'ils fonctionnent vraiment bien, ils sont souvent complétés d'une couche de laine de roche au-dessus. Donc entre un faux plafond blanc classique de 20 millimètres de laine de roche et un organique avec cette fibre de bois plus 20 millimètres de laine de roche, bon bah, esthétiquement, c'est plus écologique, mais dans les faits, il y a juste plus de matière pour, a priori, pas grand-chose. On ne va pas se lancer dans le débat maintenant. On fait des choses avec du chanvre, OK, je ne vais pas citer tous les produits, mais dans les produits existants commercialisés, effectivement, on fait des choses, des produits finis avec du chanvre. On fait des choses avec du coton. Je sais qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas s'il est connecté en ce moment, j'ai vu quelqu'un de Métis, du Relais qui s'est, inscrit, à ce webinaire, donc du coton recyclé. On fait des choses très bien, et on fait ce que j'ai appelé, avec mes mots, des parois en relief. Je vous l'ai dit, le traitement acoustique d'une pièce, c'est pas forcément que de l'absorption. L'exemple qui va vous parler pour bien comprendre ça, vous visitez un appartement vide, ça résonne énormément. Vous le meublez, a priori, ça ne résonne plus. Vous n'avez pas mis des panneaux sur les murs, vous n'avez pas traité a priori avec des produits, absorbants. Vous avez simplement meublé votre appartement. Eh bien, le mobilier, la bibliothèque, la table, les chaises, le canapé, le lit dans la chambre, et cetera, c'est un relief qui se crée finalement et qui va, venir, éclater un petit peu les réflexions sur l'ensemble des parois. Le fait de remplir comme ça, le son est finalement plus libre pour, se réfléchir sur les parois de manière, non pas indéfiniment, mais pendant plusieurs secondes. Ça va faire un traitement entre guillemets «naturel» par ce, relief-là et c'est un des avantages de certaines méthodes, de construction avec du biosourcé. Heu, un exemple que j'aime beaucoup, que j'ai visité récemment, qui, pour les gens qui font de la terre, en général, parle parce que je sais que c'est un sujet, voilà, c'est un bâtiment, j'allais dire emblématique peut-être qu'on peut aller jusque-là. C'est un bâtiment qui a plus de 10 ans maintenant. On est sur le pôle espace vert de la ville de Bougnay, par, l'architecte Loïc Daubas, avec qui on a visité ce bâtiment et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait déjà. Pourquoi je vous montre cet exemple-là? C'est pour vous montrer qu'ici, avec des cloisons, terre, on a du relief, sur les murs et on a un hall, couloir d'entrée, qui est assez agréable et qui est très peu réverbérant, alors qu'en termes d'absorption acoustique, il y en a très peu. Il y a simplement, entre les planches de bois que vous voyez là-haut, un petit peu de fibre, donc on a, voilà, quelques centimètres à chaque fois effectivement, de produits, absorbants, mais très, très peu. On a finalement une acoustique assez naturelle grâce à ce relief-là. Et c'est peut-être un des grands avantages aussi de ce type de construction finalement, c'est la qualité, sonore, c'est le ressenti acoustique qui est très agréable, et il y a d'autres intérêts de les mettre en place évidemment, mais ça en fait partie. Pour l'anecdote, j'ai beaucoup aimé, cette information. Il y a une salle de réunion dans ce bâtiment, la mairie de la ville de Bougnay, a priori, a des préférences. Elle préfère utiliser cette salle-là, alors même que les gens qui y sont dedans ne sont pas forcément des espaces verts, parce qu'ils aiment le confort, le ressenti dans cette pièce et elle est intégralement en enduit terre. Donc voilà, il y a une ambiance sonore qui est apportée et qui est très intéressante. Hem, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus là-dessus? Je ne sais plus. Voilà, c'était une manière de préciser cette notion de relief appliquée finalement au biosourcé et là clairement appliquée à la construction terre qui présente beaucoup d'avantages. Rémi, j'y pense maintenant, je pas forcément le meilleur moment. Est-ce que c'est le moment d'avoir un petit break sur
demande de précision de choses qui ont été déjà abordées ou pas? Alors, il y a très très peu de réactions dans le chat. Je pense que les participants sont tous oui. Il y a quand même alors je ne sais pas si c'est une question ou une remarque. Correction versus isolation. En fait, vous avez abordé la question de l'isolation, de l'absorption. Qu'est-ce qu'on entend par correction? La correction acoustique que j'appelle à chaque fois absorption, mais par abus de langage, on est en train de le voir, on fait des choses sans produits absorbants, avec des produits en relief. Je viens de retrouver l'exemple que je voulais vous donner d'ailleurs. La notion de correction acoustique, c'est ça, c'est de corriger les paramètres de la salle, et on parle exclusivement de réverbération, ou de, pas que de réverbération dans le détail d'ailleurs, mais de qualité acoustique dans cette pièce-là. C'est-à-dire vraiment, je tape dans mes mains, est-ce que ça résonne plus ou moins? Est-ce que les sources sonores qui sont dedans, des machines, des gens dans une salle de réunion, etc., est-ce qu'il y a un phénomène d'amplification par cette salle qui est dérangeante? Est-ce qu'on a des problèmes d'intelligibilité de la parole dans cette salle, encore une fois, de formation scolaire, etc. Donc la correction acoustique, c'est le fait de corriger les paramètres de la salle avec des produits absorbants ou aussi de la diffusion et du relief, comme on vient de voir ici, pour finalement améliorer le confort à l'intérieur de cette salle. Mais la correction acoustique ne s'applique pas à l'isolation, c'est-à-dire à la relation entre pièces. On corrige la pièce uniquement pour la qualité dans la pièce et pas sur la relation entre deux pièces. Juste pour l'exemple que je voulais vous donner par rapport à, à ça, finalement, ça nous ramène à des choses assez anciennes. On nous appelle très peu, nous, acousticiens, pour la qualité acoustique d'un ancien corps de ferme. Quand vous avez un mur en pierre, quand vous avez des poutres apparentes, globalement, il n'y a pas tant de problèmes de réverbération. Les grandes pièces dans lesquelles on est appelé chez les particuliers, c'est assez rare qu'on travaille pour les particuliers, mais si tant est que ça arrive, c'est plutôt de la maison dite moderne, avec du carrelage, du placo partout, très peu de meubles, des meubles assez contemporains, etc. Et là, on fait des pièces effectivement très sonores. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas de panneaux acoustiques, de produits absorbants qui ont été mis en œuvre. Il y a simplement, effectivement, des reliefs, des parois plus ou moins accidentées, les poutres, les pierres, ici la terre, en plus avec une méthode particulière sur l'image que vous voyez, mais qui vont finalement corriger, la fameuse correction, qui vont corriger de façon naturelle à juste titre pour le coup, la qualité acoustique de la pièce. Donc s'il faut trouver les avantages à ce type de construction, il y en a plein, vous allez facilement trouver, voilà, mais en voici un de plus. Du Juste avant de coup, reprendre, Guillaume, une autre question sur la différence qu'on peut faire, alors c'est plutôt une question de sémantique, entre acoustique et phonique, si tant est qu'il y en a une à faire. phonétique, des fois on me dit aussi. Euh, Phonique, c'est un mot qu'on n'utilise pas. Voilà. Je vais être transparent. Phonique, on ne l'utilise pas. Déjà, vous voyez, acoustique, finalement, acoustique absorption, traitement, correction, acoustique isolation. Déjà, un produit acoustique, on ne sait pas pourquoi il est acoustique. Est-ce que la notion de phonique introduit cette fameuse différence? J'en suis pas persuadé. Puisque peut-être qu'historiquement, il y a une différence dans le terme phonique versus acoustique, mais dans tous les cas, il est utilisé aussi bien en traitement qu'en isolation sur les ressources Internet que vous pouvez trouver. Donc en fait, personne ne s'en sert correctement et nous, on s'en sert absolument pas du tout. Donc le mot phonique, pour moi, n'existe pas. Voilà. Euh, mais, je vais être un petit peu violent, si vous le voyez sur une information, peut-être que l'information n'est pas fiable. Voilà. Je ne suis pas sûr, j'espère que mes confrères et consoeurs présents ici ne vont pas m'en vouloir, je ne suis pas sûr que dans le travail d'un acousticien, il y a le terme phonique qui apparaisse un jour. Voilà. Donc c'est peut-être l'intérêt, c'est de voir que peut-être que la source d'information n'est pas hyper fiable. Bon, c'est un peu méchant ce que je dis, mais je pense que ça devrait ça. Et bien de rien, Raphaël. J'ai presque terminé. Il est 35, on va avoir 15-20 minutes d'échange. Donc vraiment, je pense que c'est le moment de vous rappeler que si vous avez des questions, des compléments, n'hésitez pas. Vous pouvez les écrire dès maintenant. Et puis, on essaiera de répondre à un maximum de questions. Alors, on est sur les matériaux biosourcés. Enfin, presque une bonne demi-heure de présentation sur les biosourcés et on n'en parle que maintenant. Bon, non, on en a déjà finalement un petit peu parlé, mais on va détailler les avantages et les inconvénients. Vous avez vu déjà, inconvénient, il n'y a pas de S. Avantage, il y en a. C'est déjà, je crois, un très bon signe. Alors, les matériaux biosourcés, leur avantage, c'est qu'ils sont biosourcés. Bah, ça peut paraître bête, mais je trouve que c'est quand même intéressant pour plein de raisons, pas forcément que pour l'acoustique pour le coup, mais voilà, ils sont biosourcés. Bon, bah, est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Je ne crois pas.
Les performances. Alors, les performances, euh, dans l'intitulé de ce webinaire, il y avait la notion des avantages des biosourcés en acoustique. En fait, leur avantage, c'est qu'ils fonctionnent. C'est pas grave, hein, c'est pas une mauvaise nouvelle. On va difficilement vous dire qu'une laine de bois est plus performante qu'une laine de verre ou une laine de roche. Non, mais elle fonctionne. Bon, ben moi, je vois ça comme une très bonne nouvelle. Ok, on va en parler rapidement, mais globalement, vous pouvez, je vous le dis maintenant, absolument remplacer vos laines minérales dans vos cloisons et contre-cloisons par des références biosourcées. Ça fonctionnera super bien. Je ne dis pas que ça fonctionnera mieux, ça fonctionnera aussi bien. Je crois que c'est une très bonne nouvelle. Donc les performances équivalentes à ce qu'on fait de manière conventionnelle depuis longtemps, je pense sincèrement que c'est une très bonne nouvelle. Encore une fois, j'ai des acousticiens ici, donc je le dis, il faut que je le précise, il y a des différences. D'accord, tous les produits ne fonctionnent pas de la même façon. Il y a des études assez poussées qui sont faites. Il y a des choses qui fonctionnent très bien, d'autres un peu moins bien, etc. Mais globalement, si on parle de matelas de laine aujourd'hui, on arrive à remplacer très facilement et sans perte de performance. Ça, c'est à peu près une certitude. Et puis dans les avantages, j'ai mis la diffusion possible. Donc la diffusion, c'est ce traitement de surface en relief comme ça, de la terre par exemple, des éléments bois qu'on pourrait laisser en poutre apparente par exemple aussi. Attention, on a des exemples où ça ne suffit pas, les poutres apparentes. Mais en tout cas, ces constructions, elles ne sont pas forcément toutes comme ça, hein. On peut être en ossature bois, en matériaux biosourcés à l'intérieur et tout finir en placo à l'intérieur. Mais on a peut-être plus de chance avec ce type de produit d'avoir des revêtements un peu accidentés comme ça. Et on l'a vu, c'est un vrai, vrai avantage pour avoir une correction naturelle avant de penser à rajouter des panneaux, des choses comme ça, qui sont souvent nécessaires quand même en complément, mais bah, ça limite leur emploi et leur quantité. Et c'est finalement une démarche assez vertueuse de limiter la quantité d'un produit. La frugalité est aussi extrêmement importante. L'inconvénient sur les absorbants biosourcés, c'est le classement feu. Je vous ai fait très peu d'exemples dans les produits acoustiques tout à l'heure. J'ai parlé de bois, j'ai parlé de chanvre, j'ai parlé de coton avec le métis. Oui, parce que ces produits-là existent sur le marché avec les traitements feu qui vont bien et qui peuvent être mis en panneau dans des ERP. Mais on est assez limité par ça. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des fabricants qui font des produits bois très bien, mais qui doivent effectivement les remplir avec des fibres minérales parce que sur les emplois, effectivement, on est un peu bloqué par rapport à ça. Donc, c'est pas leur inconvénient à eux, c'est un inconvénient. Bon, ils ne sont pas naturellement feu. Et quand ils le deviennent, bah, est-ce qu'ils sont encore vraiment biosourcés? Grande question. Donc voilà. Au niveau des produits isolants biosourcés, alors vous l'avez vu, l'isolation, c'est soit de la masse, soit des systèmes masse-ressort-masse. Ça veut dire quoi? Dans les systèmes masse-ressort-masse, bah, en structure, on va retrouver de l'ossature bois. On pourrait avoir autre chose, mais globalement, on va faire ça et on va avoir un remplissage divers. Ça veut dire qu'une façade avec un remplissage paille, un remplissage chanvre, un remplissage miscanthus, un remplissage paille, eh ben, ça fonctionne. Pardon d'être un peu basique comme ça, mais c'est, je crois, par rapport au profil des gens qui sont là, une information qui est essentielle à faire passer, ça fonctionne. Voilà. Ça ne remplace pas l'idée qu'un acousticien puisse, sur certains projets, être très pertinent pour vraiment adapter vraiment la pose, la mise en œuvre, les jonctions, etc., pour vraiment faire en sorte que ça fonctionne. Mais cette structure-là fonctionne. Il ne faut pas que je regarde vos messages tout de suite, parce que ça me perturbe. Dans les produits isolants biosourcés, on a les murs terre. On a aujourd'hui beaucoup d'exemples sur des refends entre logements en terre. Et donc là, on répond à la loi de masse. Comment répondre à la loi de masse en biosourcé? Bah, effectivement, avec de la terre, et ça fonctionne plutôt bien. On n'est évidemment pas sur les mêmes épaisseurs que sur du béton, hein. On va plutôt à 40 cm qu'à 18 ou 20, mais on arrive à faire des choses. Et je crois que c'est pareil, il faut le souligner. Ça marche très très bien. Et puis je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, le remplissage des cloisons et doublage. Voilà. Dans les produits isolants, vous pouvez avoir des complexes masse ressort masse, plâtre, bois aussi un peu moins parce que les masses des cloisons qui seraient en panneaux bois sont moins importantes que les masses des panneaux plâtres. On a un hybride entre tout ça qui pourrait être du Fermacell par exemple. Mais en tout cas, le remplissage de fibres à l'intérieur va très très bien fonctionner avec des matériaux biosourcés. Voilà. Je ne vois pas ce qui devrait bloquer le remplacement de l'intégralité des fibres et laine aujourd'hui dans les contre-cloisons et dans les cloisons. C'est voilà. Je suis un acousticien qui vous dit ça fonctionne.
Voilà, on n'est pas sur essayer de rechercher de la performance, plus, moins, non, ça fonctionne. Voilà. Ce qu'on a toujours eu l'habitude de faire, on remplace, on change des ingrédients dans l'histoire, et ça fonctionne. Je crois, encore une fois, que c'est une très très bonne nouvelle. Voilà. On a intégré depuis bien longtemps dans nos notices acoustiques, nous chez West Acoustic, les variantes. C'est-à-dire que systématiquement, quand il y a effectivement des produits conventionnels qui sont proposés, on explique qu'au cas où, si l'envie vous arrive, vous pouvez effectivement remplacer par ce type de produit, et ça fonctionnera assez bien. OK. Les avantages des produits isolants, bah, ils sont biosourcés, encore une fois, pardon, mais c'est encore une fois un avantage. Et puis les performances, tout pareil, c'est-à-dire que ça fonctionne. Voilà. Dans les remplissages, les laines, les fibres, etc., fonctionnent très très bien. Il y avait une photo de paille juste avant, et l'exemple que je vous donnais tout à l'heure était en paille. Bah, c'est presque un... Ah oui, alors c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ça peut presque devenir un problème, les performances, c'est-à-dire qu'un mur paille de X centimètres d'épaisseur est finalement tellement isolant qu'il nous surisole par rapport à l'extérieur et que c'est presque, parfois, contre-productif. En tout cas, il faut adapter la séparation entre logements, si tant est qu'on est en mitoyenneté, parce que la façade va être trop bien isolée par cette paille, par exemple. Alors, c'est pas que par la paille, puisqu'il y a un doublage devant, etc., etc. Et justement, les inconvénients, c'est que les biosourcés, à part la terre crue massive par définition, vont nécessiter dans un système masse-ressort-masse. Si vous faites des cloisons en terre, simplement, si vous voulez intégrer une fibre de bois de chanvre dans un projet, bah, il va falloir l'intégrer dans un complexe pour avoir ce masse-ressort-masse. C'est pas comme en thermique où on peut poser, c'est un peu, on dirait que c'est enfin bref, la thermique n'est pas un métier basique, on dirait que je présente ça de manière très simple. Il suffit de, voilà, de dérouler peut-être une fibre de telle ou telle sorte et on a effectivement ce qu'on attend. En acoustique, c'est à l'intérieur d'un complexe. Donc aujourd'hui, sur une ossature bois, avec un remplissage laine de bois par exemple, on va très souvent, quasiment tout le temps, avoir besoin de ce complexe de doublage à l'intérieur. Le mur bois avec son remplissage laine n'est pas isolant acoustiquement. Il le devient parce qu'il constitue une première masse, mais il faut rajouter, le ressort il est aussi dedans, c'est cette laine de bois qui remplit, par exemple 245, et il faut rajouter cette deuxième masse, qui va bien souvent être un doublage en plâtre. Donc le bois et la laine de bois dans ce cas-là ne s'autosuffisent pas, il faut effectivement avoir ce système complet de masse-ressort-masse. Donc on va, et c'est un inconvénient, il n'est pas dramatique, avoir besoin de ce système de masse-ressort-masse, donc de complexe de doublage ramené devant un élément qui serait, lui, exclusivement, par exemple, en biosourcé. OK. Oui, déjà 44. Alors, eh ben, on peut conclure. Les matériaux biosourcés remplacent aisément les matériaux conventionnels. Bah, moi, je trouve que c'est peut-être l'information à faire passer le plus largement possible. Ça marche. Allons-y, sans réserve, ça marche. Il y a évidemment plein de détails à connaître aussi. La construction légère, globalement autre que biosourcée, mais amène de nouveaux points de vigilance. C'est-à-dire que, pourquoi je vous dis ça? C'est que dans la construction conventionnelle, j'aime pas dire traditionnelle, parce qu'à mon avis, la tradition, c'était bien autre chose, mais dans la construction conventionnelle, on ne se pose plus la question depuis, on ne s'est peut-être jamais posé la question de l'isolation de mon béton de 20 centimètres par rapport à ma façade. Il fait le job, 20 centimètres de béton, on le fait parce que c'est structurel, mais acoustiquement, c'est surdimensionné. C'est assez nouveau de s'intéresser à la qualité d'isolation acoustique des parois opaques de ma construction. Encore une fois, en maçonnerie, avant, bon, bah, c'est tous les fenêtres qui pouvaient laisser passer le bruit, pas la maçonnerie. Aujourd'hui, les parois opaques, les élévations de construction bois, il faut se poser la question de leur performance acoustique. Voilà, et c'est, à mon sens, pas assez fait aujourd'hui. Vous avez, s'il y a des charpentiers qui sont là, j'avais l'occasion de faire une formation avec des charpentiers et ils avaient beaucoup eu le cas. Vous faites des extensions bois sans prendre en compte suffisamment la dimension acoustique. Vous avez des gens qui ont une maison conventionnelle, maçonnée, plus ou moins isolée par rapport à l'extérieur. Vous leur faites une extension, notamment en ville, en bois, ils vont trouver cette pièce extrêmement sonore, puisque le bruit va rentrer aussi bien par les fenêtres que par la construction elle-même. Donc ça, c'est vraiment un paramètre nouveau, entre guillemets, à prendre en compte. Ok, la construction légère, par définition, légèreté et acoustique, ça va pas ensemble. Donc, il y a des combines, mais il faut effectivement les prendre en compte, les connaître et les appliquer. Bon, bah, finalement, c'est ce que je viens de dire. Effectivement, une bonne connaissance des enjeux et des principes fondamentaux est essentielle. Et c'est pour ça que je vous ai introduit finalement autant de notions avant de parler des biosourcés, parce que c'est comme ça
qu'on va effectivement bien comprendre et bien appliquer, bien mettre en œuvre les produits biosourcés, c'est en comprenant finalement les bases théoriques, les fondamentaux de l'acoustique. C'est fondamental, c'était dans le titre. Ok, si vous avez envie d'aller plus loin sur cette thématique, eh ben, je le rappelle, on organise cette formation. Et puis, si j'ai suscité en vous, dans vos projets, en fonction de votre profil, l'idée d'appeler des acousticiens, eh ben, on est là et on n'est pas seul, hein, on est très nombreux sur le territoire. Et donc, vous trouverez proche de chez vous, parce que j'ai vu que ça venait vraiment de partout, des gens absolument compétents pour vous parler de tout ça. 13 minutes de questions. Rémi. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, les questions, elles sont arrivées. Je vous les transmets dans l'ordre et dans le désordre. Petite question assez technique. Entre un enduit chaud-chambre et un enduit terre, lequel sera le plus performant d'un point de vue absorption? Eh ben, ça dépend. Et c'est aussi j'aurais pu mettre dans les inconvénients, mais c'est spécifique à la terre et aux enduits. Ça va dépendre de la mise en œuvre, de leur porosité, de leur épaisseur, et puis de l'aspect final, finalement. Si vous faites quelque chose de très appuyé, très lissé, on peut presque avoir quelque chose de presque lasuré, brillant. Vous voyez, quand on compacte vraiment les choses, j'exagère, mais bah là, pour le coup, ça va être pas très bon. Si par contre, vous laissez vraiment beaucoup d'aspérité, beaucoup de porosité, beaucoup d'accidents, si c'est plus brut finalement, ça aura naturellement un traitement plus intéressant. Donc c'est au-delà de la technique, c'est plus, je crois, l'aspect final. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, et si ça vous intéresse, je vous invite à aller lire la thèse de Martha. Il y a plein de gens à qui ça va parler parce que voilà, j'ai oublié son nom de famille. Je vais dire une bêtise, mais Martha sur les ambiances sonores des constructions de terre, vous trouverez ça sur Internet. Son travail est absolument formidable, je vous invite à lire ça. On va retrouver le nom et on pourra mettre les références dans les éléments de restitution. Mm. Une question sur, vous avez parlé du complexe masse-ressort. Quelle est la densité de la masse et du ressort dans la technique masse-ressort dans un complexe d'isolation acoustique? Est-ce que peut-être vous pouvez préciser ce que vous entendez comme les matériaux qui constituent la masse, les matériaux qui constituent le ressort? Oui, bah, de manière conventionnelle, un système masse-ressort-masse qui fonctionne très bien, c'est typiquement effectivement une cloison plâtre. On a des plaques de plâtre qui sont par définition très denses, avec une masse surfacique très importante, et donc ça fonctionne. Voilà. Rentrer dans le détail de ce qui marche et ce qui ne marche pas, c'est un peu compliqué. Il y a des niveaux de performance. Ce qui est sûr, c'est que le modèle masse, ressort, masse, il faut effectivement le maintenir en toutes circonstances. Et ensuite, il n'y a pas un système qui marche et un qui ne marche pas. Il y en aura qui seront relativement faibles en termes de performance, mais qui auront quand même quelque chose, et d'autres beaucoup plus importants. Donc, si j'ai bien compris la question, je n'ai pas une valeur à donner. Euh, mais plutôt des exemples. Voilà, la cloison plâtre, effectivement, ça fonctionne très très bien. Les plaques Fermacell aussi. Si par exemple, vous considérez par contre que le bardage bois extérieur d'une ossature bois est une masse, on aura une laine extérieure par exemple sur notre ossature et ensuite la structure bois, bah ça par contre ça ne marche pas. Le bardage bois extérieur n'est pas considéré comme une masse. Voilà. Donc j'ai pas de valeur à vous donner, j'en suis désolé. Euh, et je ne pense pas que ce serait une bonne chose de commencer à essayer de calculer par soi-même, savoir si ça marche ou ça marche pas. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Mais voilà deux exemples pour vous dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et au milieu de tout ça, il y a des performances différentes. Je ne sais pas du tout si j'ai répondu à la question. Je pense, en tout cas pour partie. Une autre question qui n'apportera probablement pas une réponse unique, mais concernant la gestion des nuisances sonores qui proviennent de l'extérieur, quel traitement privilégier? Par exemple, axe routier à proximité du bâtiment. Ben, on est sur ce qu'on appelle l'isolation de façade. Et l'isolation de façade, elle, de manière conventionnelle en tout cas, elle passe par les éléments les plus faibles de la construction. Donc, on cherche d'abord à s'isoler à l'intérieur et donc on va s'intéresser aux éléments les plus faibles. En maçonnerie conventionnelle, le mur laisse pas passer le bruit. Lui, tout va bien. Donc, ça va être les fenêtres, les entrées d'air, les coffres de volets roulants. C'est là-dessus qu'on va effectivement essayer d'agir. Si on veut se protéger de ce même bruit, donc oui, pardon, ça c'était pour la conventionnelle. Si on est sur un projet bois, par exemple, là, effectivement, il va falloir surisoler notre construction bois pour vraiment que même les parois opaques, la partie vraiment élévation du bâtiment, ne laisse pas passer le bruit. Là, on va avoir non pas un surdimensionnement de l'ossature ou de l'isole à l'intérieur, puisque je ne l'ai pas dit parce que
il me reste encore 13 heures de formation à vous faire si vous voulez, donc je n'ai pas tout dit évidemment, mais l'épaisseur en acoustique importe peu aussi. À partir de 100 mm d'isolant dans un complexe, bah c'est bon, on a fait le job en acoustique, on n'a pas besoin de 200 ou 300 mm, c'est aussi, encore une fois, une logique très différente de la thermique. Donc on ne va pas surdimensionner ça, donc on va faire une construction normale, mais en 145 ça marche très bien, mais on va travailler sur le doublage pour optimiser le masse-ressort-masse finalement. Le ressort il est là, tout va bien, mais la nouvelle masse intérieure, on va effectivement optimiser les doublages sur ce type de construction. Donc soit les éléments faibles, techniques de la façade, menuiserie, etc., soit dans le cadre de construction légère et bois, on va travailler par un système de doublage, mais là on est plutôt dans le neuf que dans l'amélioration. Voilà. Et oui, pardon, non, je précise, si c'est pas se protéger à l'intérieur, mais même à l'extérieur, typiquement vous avez une terrasse et des nuisances sonores routières aux alentours, bah, c'est des cas très complexes. Voilà. Et il y a bien des situations où on n'arrive pas à faire grand-chose. Ça dépend vraiment de la topographie, ça dépend de la distance, ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais voilà, à part mettre un écran routier au plus proche de la voie, chez vous, à la réception, c'est assez compliqué de se protéger d'un bruit routier. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Voilà. Ça se regarde plus précisément. Très bien. Est-ce que vous pouvez donner une notion de comparaison des performances absorbantes de plusieurs matériaux isolants biosourcés? Non. Non, non, parce que alors, il y a des études qui ont été faites, il y a des choses qui ressortent effectivement et il y a des différences. Heu, Très sincèrement, et si je me trompe, je demande à ce que la personne me contacte et m'envoie l'information. Mais très sincèrement, sur les produits, qu'on trouve aujourd'hui sur le marché pour remplacer des matelas de laine de telle ou telle épaisseur, on a des performances qui sont exactement équivalentes. J'ai un exemple, dont je ne donnerai ouais, je donnerai pas le nom du coup, mais j'ai un commercial il y a très longtemps qui est venu me voir pour me vendre un nouveau produit biosourcé, une fibre biosourcée et qui m'a dit: «Notre fibre, elle fait 48 dB». Mais j'ai dit: «Comment ça? C'est-à-dire que je construis une cloison en panneau de laine et ça fait 48 dB?» Non, évidemment, 48 dB dans un complexe 98-48. Hem Cette marque, à juste titre, et je ne leur jette pas la pierre encore une fois, mais cette marque était très contente d'avoir une performance de 48 dB, là où la cloison classique Saint-Gobain faisait 47. Bon, bah voilà, on est dans cet ordre de grandeur-là. Quand on remplace une fibre, on peut être à plus ou moins 1 dB sur, encore une fois, du bois, du chanvre, de la ouate, du coton. Voilà. Donc vraiment, il n'y a pas de différence de performance. C'est sûrement un tout petit peu exagéré ce que je dis là, et encore une fois, les acousticiens pourraient me donner tort, mais je pense que si l'essentiel des acteurs du bâtiment et de la construction et des maîtrises d'ouvrage ont cette information-là, je pense que c'est plus intéressant que de connaître la différence au dB près des produits. Donc voilà, c'est ma position politique sur le sujet. Très Ça bien. n'engage que moi. Alors, une nouvelle question, pourquoi est-ce qu'il est encore difficile de trouver des complexes biosourcés certifiés en acoustique pour les projets? Le R-Rose minimal requis notamment, contrairement à des isolants minéraux. Donc il y a eu plusieurs échanges dans le chat à ce propos. C'est au-delà de la question économique. Bah, non, je pense que c'est ça, hein, c'est la question économique, hein. Ça demande effectivement des essais. Ça demande des essais, tout simplement, des essais laboratoires qui coûtent cher. Donc il faut développer ces connaissances-là. On en a quand même beaucoup aujourd'hui, il en manque sûrement. Mais oui, ça nécessite effectivement de faire des essais parce que vous avez des bureaux d'études, et nous les premiers, et des bureaux de contrôle aussi, qui font vous valider un produit uniquement si on a la preuve que ça fonctionne. Donc pour ça, il faut des PV d'essai, et si on n'a pas les PV d'essai, effectivement, ça peut être compliqué. Donc je pense que ça n'est qu'une question de moyens, effectivement, des gens qui conçoivent, qui fabriquent ces produits-là, et qui doivent avoir les tests. C'est quand même bien développé, on a quand même de plus en plus de matière, d'informations. J'ai manqué, et j'en suis triste, le webinaire du CSTB sur la thématique des cloisons terre, et j'espère récupérer le lien un jour. Mais il y a eu des essais de fait, il y a eu une grosse étude là sur les cloisons de terre par exemple, parce que autant les fibres, je pense qu'on a beaucoup de ressources, autant la terre, il pourrait en manquer. En tout cas, elle est très terrain, elle est très in situ, elle est un peu moins labo peut-être. Euh, mais, euh, mais voilà. Euh, Voilà, après on développe les connaissances. Là, nous, on travaille on fait partie du collectif Paille Armoricain pour, dans le cadre d'un projet, on va caractériser une dizaine de projets en paille pour avoir
un maximum d'informations sur ces projets-là et avoir des résultats de terrain pour vraiment montrer à un architecte, une entreprise derrière, voilà, dans ce projet-là, ça a été fait comme ça, les jonctions, les machins, les trucs, voilà ce que ça a donné comme résultat, et si ça marche, bah, dupliquez-le, c'est possible. Donc je pense que tous les acteurs à leur échelle sont amenés à un moment donné à développer les connaissances autour de ça pour développer les filières. Et les acousticiens ont effectivement un rôle à jouer et les marques ont aussi un rôle à jouer en finançant des essais. Voilà. Alors, plusieurs questions un peu de même nature. J'en prends une qui illustre un peu les autres. Sur un mur à ossature bois remplissage paille, un enduit terre en finition sera-t-il suffisant pour répondre au système masse ressort masse plutôt qu'un doublage placo? Alors, non, ça ne sera pas suffisant pour répondre à un système masse-ressort-masse, puisque ça ne constitue pas un système masse-ressort-masse. Maintenant, est-ce que c'est problématique? Euh, je reprends l'exemple d'une maison paille dont je parlais tout à l'heure, où on a 40 dB de façade. C'est énorme. C'est ce qu'on pourrait demander au bord d'un périph'. C'est vraiment beaucoup, 40 dB, et ça n'était pas nécessaire là-bas. On a cette structure paille, ce remplissage paille et ce doublage devant qui, je crois, est constitué d'une ossature désolidarisée basique avec un ou deux parements. J'ai plus les détails en tête. Donc là, on a 40 dB, c'est trop. Typiquement, dans ce cas-là, on aurait pu passer simplement par un enduit et c'était suffisant. Il faut se rappeler qu'une maison individuelle au milieu d'un environnement qui n'est pas spécialement bruyant, il faut 30 décibels de façade. Ça s'atteint rapidement. Et donc, ça fait partie des essais qui sont à faire et qui m'intéressent et que je n'ai pas encore fait sur, par exemple, de la paille porteuse. Voilà, une paille porteuse. Est-ce qu'on peut faire avec X centimètres de paille porteuse sur un projet les 30 dB de façade qu'on attend? Voilà une information que je n'ai pas aujourd'hui. Donc, paille porteuse plus effectivement enduit intérieur, enduit extérieur. Voilà ce qui nous manque aujourd'hui comme information. Donc non, ça n'est pas du masse ressort masse. Ça n'est pas forcément un problème, puisque des fois, on n'a pas besoin de tant de performance. Ça va devenir un problème si la maison est mitoyenne, puisque le doublage en façade sert aussi à limiter ce qu'on appelle les transmissions latérales d'un logement à un autre via la façade. Donc sur une maison individuelle, a priori pas de souci, mais j'attends de le confirmer. Sur une maison mitoyenne, plus compliqué à cause du latéral. Alors, belle transition que vous m'offrez. Une autre question qui concerne les dalles dans la diffusion du son par le sol. Une dalle chaude aura-t-elle les mêmes manques qu'une dalle béton ou les mêmes performances finalement? Et faut-il absolument couper la dalle pour des maisons mitoyennes? J'ai envie de dire oui. Je pense que la désolidarisation est vraiment le maître mot, et ça ne suffit pas toujours, mais je pense qu'on va avoir du mal à faire sans désolidarisation. Je vais être transparent avec vous, les dalles chaudes, je n'ai pas d'informations. Voilà. Je m'intéresse beaucoup à ces sujets, de plus en plus. Il me manque beaucoup d'informations, celle-ci, je ne l'ai pas. Donc voilà, désolidarisation, oui. Est-ce que c'est suffisant? J'aimerais beaucoup l'étudier. Voilà. Merci. Alors, une question d'une collègue, une acousticienne qui travaille sur des ERP et logements collectifs et qui demande où est-ce qu'on peut trouver les valeurs de performance acoustique, notamment absorption acoustique des lattes de bois, liège, les delta R, des doublages chaud-chambre, indice d'affaiblissement des parois ou complexes biosourcés. Ben, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. En fait, les performances en absorption, on va les retrouver sur les produits finis, tout simplement. Je pense. Je pense qu'il y a des situations, quand on le peut, où c'est peut-être de l'autre ressort et dans notre rôle d'essayer de faire passer les choses, même si on n'a pas toutes les garanties en face. Parce qu'on manque d'informations, clairement, aujourd'hui. Donc il faut essayer avec toute la sécurité nécessaire, effectivement, de faire passer les choses. J'ai pas, chers confrères ou consoeurs, pardon, les ressources là comme ça en tête, mais voilà, on trouve les informations chez les gens qui vendent directement des produits finis de ce type-là. On a beaucoup d'essais in situ, en fait, effectivement, mais on va manquer de labo. Clairement, on va manquer de labo, mais des essais in situ sur des thèses notamment. Là, il y a eu ce travail sur les cloisons terre. Encore une fois, je n'ai pas les informations et ça m'agace, mais je vais essayer de les récupérer. Et puis après, bah, c'est un travail terrain effectivement qui continue. Je sais que sur la paille, pour m'y intéresser beaucoup, on manque beaucoup de ressources. Et donc, c'est toute l'idée du projet d'aller chercher ça. Par contre, donc nous, en local, on travaille sur du in situ au niveau de la paille. Au niveau national, il y a des projets en cours sur la caractérisation CSTB. Donc, des aires de paille, on va les avoir. On en a déjà un tout petit peu. On trouvait ça sur le site du collectif. On va en avoir beaucoup plus dans les prochaines semaines, mois et années.
Je parle de la paille, je peux aussi parler de la terre, sur lequel il y a le projet national terre en ce moment aussi, et qui va, je pense, amener à des essais labos pour récupérer du air, même s'il est très variable en fonction de la mise en œuvre et de plein de choses, mais voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, il reste un certain nombre de questions qu'on n'aura pas le temps de traiter ici tout de suite. Je vous propose de les transmettre par écrit à Guillaume, qui pourrait éventuellement apporter quelques éléments de réponse qu'on pourrait partager dans la restitution qu'on fera en ligne. Euh, un grand merci pour votre présence à tous. Vous étiez extrêmement nombreux ce matin, preuve en est que le sujet mobilise. Et ce qui nous amènera probablement à le traiter, à poursuivre les réflexions autour de ce sujet-là, de le traiter peut-être de manière plus approfondie, avec un peu plus de temps, dans les semaines ou les mois qui viennent. Merci beaucoup, Guillaume Mignot, pour votre présentation, pour votre pédagogie et les réponses que vous avez apportées à toutes ces questions. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain webinaire mensuel Bathilab. Au revoir. Très bien, merci à tout le monde, au revoir.